Bonsoir. La République des traducteurs est prête. unes poques llengües que no és ningú. On attend encore le public. És com el basc. Voilà, donc bonsoir tout le monde. C'est un plaisir immense de pouvoir ouvrir le troisième volet de la République des traducteurs pour Constantin Bobas, Valère Novarina et moi, Marco Pasquera. Constantin, il est professeur à l'Université de Lille, et moi je suis professeur émérite en littérature comparée à Zurich. Donc nous avons conçu cette idée de la République des traducteurs. Il y a eu un premier volet au théâtre de l'Odéon à Paris en 2011, une chose que nous avons répétée en 2019 au théâtre de la Colline à Paris. Nous, ça veut dire nous les trois, avec ces merveilleuses traductrices, ces merveilleux traducteurs, nous remercions beaucoup qui sont venus, qui ont suivi notre appel de venir à Berlin cette fois. Alors, pourquoi la République des traducteurs? Ce titre indique déjà l'importance que nous accordons à la traduction en tant que possibilité de créer des contacts entre les langues et les cultures, en lui conférant également une dimension politique, justement. À l'époque de la globalisation, cet espace entre les langues met en doute une puissante hégémonie mondiale qui prétend englober toutes les langues et toutes les cultures au nom d'une seule langue universelle, l'anglais globalisé, ou comme je dis toujours, le globish, qui par exemple est devenu la langue de l'Europe, malheureusement. Nous avons essayé, et nous essaierons ce soir, d'approfondir des difficultés significatives dans l'approche des diverses langues à des phénomènes analogues, tout en visant un universel linguistique qui est abordable, selon nous, uniquement par ce qu'on appelle la traduction, c'est-à-dire que l'épreuve par l'étranger. Nous discuterons tout à l'heure ensemble des problèmes que suscitent les textes de Valère Novarina, et nous soulèverons des questionnements fondamentaux sur ce qu'est le langage humain. Pour ce soir, à la Colline par exemple, on était 12 traductrices et 12 traducteurs, puisque le cadre est très restreint ce soir. Nous avons invité donc 6 traductrices et traducteurs. Ils ont reçu 2 textes, et Constantin va vous présenter maintenant ces traductrices et traducteurs et les 2 textes. S'il te plaît, Constantin. Alors, bonsoir à tout le monde. Vous donner quelques informations concernant ces dispositifs qui a une certaine singularité. Vous allez les voir. Quelques mots justement qui concernent ce que nous avons fait. Marco en parlera sans doute tout à l'heure. La dernière fois au Théâtre de la Colline, à l'occasion justement d'un spectacle de Valère Novarina, nous avons organisé cette rencontre qui a donné lieu à une publication. C'est la publication que peut-être vous avez pu découvrir en entrant dans cette salle, qui s'appelle La République des traducteurs, qui a été publiée chez Hermann. Et puis, on a fait aussi un petit film que vous pouvez éventuellement consulter sur les sites de l'Institut et aussi sur les sites du programme Toledo. Et on a la chance d'avoir aussi parmi nous les réalisateurs de ces films, Jean-Paul Besson, qui est ici présent. Voilà, ce que nous avons fait jusqu'à maintenant, qui pourrait vous donner une idée autre de cette perspective de théâtre, de la République des traducteurs. Alors justement, vous pouvez voir les traducteurs et les découvrir. Je commence par Léopold, justement, qui vous connaissez, Léopold Schwer, qui est le traducteur d'allemand, qui vient de publier un ouvrage, L'homme hors de lui, de Valère Novarina, en allemand. Il nous donnera
les titres en allemand tout à l'heure, ou même maintenant, hein, s'il les préfère. Der Mensch außer sich. Voilà, tout à fait, voilà, et que nous aurons l'occasion de les écouter aussi dans un autre contexte. Après, Georgine Ayoub pour l'arabe, que nous remercions énormément, et que c'est aussi pour la langue hongroise, hein, les Hongrois, hein, qui est là. Yuriko Inoue pour la langue japonaise, voilà, et Albert Arribas. Arribas, désolé, et Cesc. Voilà, on reste là, voilà. Pour les Catalans, Albert et Cesc, c'est pour, excusez-moi, je vous tourne les dos, c'est pour la langue danse. C'est-à-dire, il va danser la traduction, mais il va vous expliquer après quelle est exactement son approche. Et la première chose, peut-être, que je vais vous dire, c'est que chaque fois, on a quelques concepts, quelques principes dans notre approche. Le premier principe, c'est ce qu'on appelle, c'est un terme que vous connaissez, c'est d'origine grecque, c'est le mot philia, qui veut dire amour. Tout simplement, ce qui nous réunit chaque fois, c'est cet amour de l'œuvre de Valère Novarina et cet amour, si vous voulez, de la langue chaque fois. Et ce qui est intéressant, c'est de retrouver cette possibilité de traduire le théâtre de Valère. Le théâtre, comme Valère l'attend, parfois il y a plusieurs définitions que Valère donne du théâtre. Une de ces définitions que j'aime beaucoup, c'est le théâtre et la passion de la pensée dans l'espace. Alors, est-ce que la traduction de l'œuvre de Valère Novarina, c'est la traduction et la passion de la langue dans l'espace? Peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler, de les voir, etc. Mais peut-être, avant de commencer, de voir les deux extraits que nous avons choisis, vous verrez, il y aura deux extraits que nous avons eu l'occasion de voir avec les traducteurs. Un extrait qui vient d'un journal de travail de Valère Novarina et un autre qui s'appelle Chanson pauvre. Je laisserai peut-être aux traducteurs, en commençant par Léopold, après Georgine, après Eric, de nous dire ce qui peut-être les intéresse dans l'œuvre de Valère, ce qui peut dire en parlant justement de ce qui est traduire Valère Novarina. Mais comme le temps nous est quand même assez limité, on va y revenir de toute façon, mais bon, je vous laisse vous exprimer. Voilà. Donc, en 3 mots, pourquoi on traduit Valère Novarina? Mais justement, parce que 3 mots ne suffiront jamais pour traduire Valère Novarina. Mais ce qui est vrai, c'est une façon de redécouvrir sa propre langue, comme il fait redécouvrir le français et lui redonne en quelque sorte quelque chose comme une choséité des mots, un poids des mots que le français souvent ne semble ne pas avoir, avec sa fluidité, sa légèreté, son goût de l'abstraction. Les mots deviennent des choses chez Novarina. Et ça, c'est très intéressant, bien sûr, pour la traduction, parce qu'on redécouvre sa propre langue, surtout si on est confronté à une multitude de néologismes qu'il faut retrouver dans sa langue aussi. Voilà, je m'arrête là, sinon... Merci, non, mais on va y revenir, on aura l'occasion. En 2 mots, en fait, bonsoir tout d'abord, tout le monde. En 2 mots, en fait, c'est, disons que le théâtre de Valère, c'est un théâtre où les mots sont en mouvement. Il l'a assez dit, je crois, en fait, tout à l'heure. Et mettre les mots en mouvement, c'est à la fois percuter l'auditeur et en même temps, c'est une aventure de la pensée. L'arabe littéraire, lui, justement, c'est une grande langue qui vient de très loin, mais qui est justement, en fait, un peu figée, en fait, d'une part à cause d'un rapport indéfectible au sacré, et où, en fait, le multiple a tendance à se figer, en fait, avec le temps, disons. Et ce qui est très intéressant, c'est que traduire Valère Novarina, c'est bousculer un peu la langue, en fait, l'arabe, évidemment, mais la bousculer, en réalité, en creusant comment? Dans la tradition elle-même. Parce que dans cette tradition, si on creuse,
on voit en fait des auteurs qui justement avec la parodie, le burlesque, le travail sur le langage sont très très forts et desquels on peut puiser quelque chose d'une part et d'autre part. Donc il faut aller dans les purs, d'une part dans le creux, dans le trou si vous voulez, et d'autre part en fait il faut aller aussi dans le plus superficiel, parce que le plus moderne, parce que c'est les variétés d'arabe, et il faut pouvoir faire résonner à la fois la langue des grands écrivains classiques et en même temps la langue qu'on entend dans les cimes du Mont Liban, dans les ruelles du Caire, dans les ruelles de Marrakech, d'Alep ou de Beyrouth. Voilà. Merci beaucoup. J'aime bien traduire des auteurs qui comblent une sorte de manque ou de lacune dans ma culture d'origine, donc la culture hongroise, c'est-à-dire le théâtre de Valère Novarina est un théâtre de parole qui est à la fois spirituel et charnel, et que je ne trouve pas sur la palette hongroise. Et quand je traduis Valère Novarina, j'ai l'impression d'être d'être au moment de la naissance des choses, d'une sorte de création originelle, un état printanier de la langue, comme il dit. Et j'aime bien ce travail avec la langue. Et non seulement ce travail, mais cette joie qui en ressort. Bonsoir. Donc j'aime bien traduire le texte de Valère parce que je désapprends ma langue maternelle, le japonais, et je réapprends le japonais. C'est-à-dire que dans la langue japonaise, il y a 3 couches. D'abord, la langue japonaise traditionnelle et la langue chinoise, et puis la langue occidentale, la pensée occidentale. On a inventé le japonais moderne à la fin du 19e siècle. Et ce qu'on parle maintenant, c'est la langue japonaise moderne. C'est le japonais moderne. Donc on oublie la culture chinoise ou la culture japonaise, notre propre culture, mais en traduisant Valère, il faut que j'étudie vraiment ma propre culture. C'est ça ce qui m'intéresse beaucoup. Moi, je dirais un truc un peu pareil. Pour moi, c'est un peu comme une pause au sens dynamique, pas un arrêt, mais cet arrêt pour un instant, pour redécouvrir tout. Et c'est quelque chose parce que la première fois que j'ai traduit Valère, il y a 12 ans, j'ai passé 1 an, 6 heures chaque jour en le traduisant. Et c'est curieux parce que ça reste dans la mémoire. Et lorsqu'on a fait ces rencontres... Et lorsque j'ai traduit des petits morceaux de Valère ces dernières années, c'était toujours une réconnexion avec ce travail presque, je sais pas, de tout arrêter pendant un instant et redécouvrir la langue, redécouvrir le sens, mais aussi d'une façon éthique, je dirais, pas seulement sur le jeu du langage, mais aussi sur les enjeux même de la vie, de qu'est-ce qu'on fait. Ça, c'est très émouvant, en fait. C'est curieux pour moi. Et c'est ce que pour la danse, comment danser, Valère Novarina? Pour moi, excusez-moi que je ne parle pas très bien le français, mais pour moi, danser, c'est habiter le corps avec les émotions et l'esprit. Alors, quand je danse, le pouvoir, il vient de que je suis plein de paroles. Alors, j'avais toujours le rêve de pouvoir donner parole à mon mouvement. De l'autre côté, j'aime bien dire que pour moi, une parole, c'était une chorégraphie créée pour un peuple. Si le peuple arrête de danser la chorégraphie, les paroles sont mortes. Alors, dans ce sens, quand j'avais découvert Valère, il a fait une lecture de la lettre d'acteur, et j'avais écouté cette... Non, j'aime bien le souffle. J'avais dit, pour moi, j'avais toujours désiré
de donner parole à mon corps. Je pense que Valère, toujours, il veut donner des corps à la parole. Alors, je suis fasciné. Et alors, ici, j'essayerai, après, quand nous faisons les deux morceaux, de vous danser un petit. Je danserai un peu. Et peut-être vous pouvez me suivre. Avec plaisir. Peut-être. Voilà. Alors, avant de donner la parole à Valère Novarina, qui va peut-être nous parler un peu de la traduction et de ses traducteurs, un grand merci à l'Institut français, au programme Toledo, à Myriam, à Aurélie, à Johanna, à tous ceux qui j'oublie Selma. Un grand merci pour tout ce qu'ils ont fait, parce que ce n'est pas une situation facile, c'est une situation un peu compliquée avec la configuration qui est la nôtre. Et Valère Novarina maintenant peut-être nous dira quelques mots sur les traducteurs avant de faire la lecture d'un texte. Hein, Valère? Non, dans l'autre ordre. Tu peux passer directement au texte. Très bien. Parler. Parfait. Alors, ça sera un texte qui porte le titre de Chaos, qui s'inscrit justement sur une perspective traductive, hein, qui pourrait résonner avec ce que les traducteurs feront tout à l'heure, avec nos commentaires, avec nos discussions. Voilà, ça sera une lecture rapide de ce texte de Valère Novarina qui porte, comme je vous disais, aussi sur la traduction, et son titre c'est Chaos. Oui, le titre pourrait être, après une lecture de Rabelais. Soudain, la mer commença à s'enfler et tumultuer du bas abîme. J'aime les tempêtes chez Rabelais, tous les moments de fort tohu-bohu. J'aime m'y retremper. Il me rappelle que ma langue, que j'ai à désapprendre, réapprendre et oublier tous les jours, que je n'ai jamais possédé, ce français qu'on dit parfois inaccentué, raisonneur et guindé, est une langue très invective, très germinative, très native, très secrète et très arborescente, faite pour pousser. Le français est la plus belle langue du monde parce que c'est à la fois du grec de cirque, du patois d'église, du latin arabesque, de l'anglais larvé, de l'argot de cour, du saxon éboulé, du batave doc, du douce allemand et de l'italien raccourci. Celle qui résonne le mieux au monde, la plus sonore de toutes, avec 17 voyelles, 3 semi-voyelles, 19 consonnes et 98 suffixes très souples, très rythmiques, très impurs et très croisés. On entend se croiser ces racines qui viennent de partout, à peine visibles, très usées, très avalées, très fines, seulement présentes en silhouette. Un grand théâtre d'ombre et de transformisme, de variété rythmée. Lire Rabelais, c'est une navigation très épuisante, très fatigante. Tout le corps doit rejouer, ça redéfait toutes les idées, c'est une dépense usante. C'est redécouvrir sous la langue française toute une profondeur respirée qu'on avait oubliée, qu'on voulait nous faire oublier. Tout un orchestre intérieur et des muscles chanteurs qui ne travaillaient plus. C'est dur. J'aime me jeter vraiment dedans tout seul, sans traduction, sans guide, sans notes, faire le voyage oral avec lui. Trouver comme il respire, chercher à le respirer, le rejouer. Lire, c'est changer de corps, c'est faire un acte d'échange respiratoire, c'est respirer dans le corps d'un autre. Il n'y a pas de lecteur, d'écrivain, mais 2 voyageurs, attachés à un monde, départis, l'un et l'autre vêtus de langue, toute leur chair n'étant que de mots. Entre les deux, en lisant, en écrivant, il se produit de l'homme, il naît de l'homme en parlant. Il y a une naissance et une renaissance, un croisement d'amour et un ressurgissement perpétuel dans l'écriture. L'écriture est résurrectionnelle. Rabelais entraîne très loin, très en arrière, très en avant de notre actuel français littéraire plat, linéaire B,
très loin de cette petite langue française guindée de la radio, qui est comme une petite bourgeoise qui s'étrique, un pauvre petit idiome laïque, un espéranto de plus en plus étroit, une langue qui perd chaque jour au moins un son, une langue de dictée, une langue pour des sourds, pour des chanteurs cul-de-jatte, pour des danseurs seulement bicordes, français civique, médiatique, morse, inodore, plat. Une langue de sondés, de dicteurs dictés, de porte-mots, pas d'animaux comme on devrait. Car ce qu'il faut qu'on entende quand on parle, c'est que ce sont encore des animaux qui parlent et que ça les étonne énormément. Il y a chez Rabelais, mais aussi chez La Fontaine ou Bossuet, ceci. Mais c'est quand même dans le quart livre de Rabelais qu'on entend le mieux que parler est vraiment catastrophique. Que nous ne sommes pas des sujets qui utilisent une langue outil ou des esprits ayant en son quelque chose à dire, mais des animaux redressés pour renaître en parlant. C'est les paroles que nous prononçons, que la matière dont elles nous traversent, que tout dépend. Nous sommes dans les mots. Les mots sont à la fois la forêt où nous sommes perdus, notre errance et la manière que nous avons d'en sortir. Notre parole nous perd et nous guide. Rabelais mime la Bible et questionne la parole. Son livre est lumineusement incompréhensible. C'est un chaos très nécessaire aujourd'hui où il y a un mystère de la langue qu'on voudrait nous enlever. Nous sommes faits pour être un animal, des fils du son, nés d'une parole, appelés à parler, des danseurs nés, des appelants, et non des bêtes communicatives. Voilà. Bienvenue dans le théâtre de Valère Novarina, bienvenue à la Novarini. On va commencer maintenant avec le premier extrait de notre travail que Marco va présenter. Voilà. Nous allons Voilà. Nous allons nous asseoir. Donc, on a donc choisi un extrait de notre livre, s'appelle Journal de travail de Valère Novarina. Et comme vous allez voir, donc, ça porte sur le travail des traductrices et des traducteurs. Donc on commence par la langue hongroise. Donc, cher Enike, commençons par toi. Moi, je ne comprends pas le hongrois, je ne vais pas juger, j'ai dit, mais j'ai quand même posé quelques questions. Par exemple, le début du texte qui dit « Pense bête, découvrir le vide ». Comment est-ce que c'est facile de traduire le mot « vide » en hongrois? Quels sont les problèmes ou les possibilités qui se posent? C'est pas difficile, mais il y a deux solutions et qui sont absolument... surtout la deuxième solution me semble tout à fait intéressante. Donc si je dis « uraség » pour le vide, c'est le côté notionnel de vide, l'état d'être vide qui est accentué. Mais si je veux dire ça c'est beaucoup plus riche, beaucoup plus riche et ça ouvre plusieurs dimensions du sens. Par exemple, je peux comprendre par le vacuum, le vide, l'espace, même l'espace interplanétaire. Il y a des mots composés à partir de comme spationaute, űrhajós ou recherche spatiale, ou même mesure de capacité, donc űrmérték. Donc, c'est pourquoi j'opte pour ur. Par contre, quand je dis découverte de ur, dans ce cas-là, dans la langue hongroise, je fais plutôt référence à l'espace interplanétaire. Donc,
de ce point de vue, il vaut mieux garder Urasheg, ce qui est moins riche en sens, mais il est peut-être aussi lié ou plus lié à... Donc, par exemple, si dans ce cas-là, je dirais Urasheg, et dans d'autres cas, dans d'autres essais de Valère Novarina, nous avons aussi traduit Ur, parce qu'il y a un jeu de mots très joli avec os ur, os ur. Donc c'est le vide qui règne, os ur, os ur. Voilà, donc les deux solutions sont possibles. Et bon, oui, c'est remarquable parce que nous qui connaissons un peu le concept théâtral de Valère Novarina, nous savons que pour lui, l'espace, c'est un espace qui est intimement lié à la notion du vide aussi. Il n'y a pas d'espace sans le vide. Je peux poser une question oui, complémentaire qui concerne aussi les autres langues. Nous savons que Valère Novarina souvent associe les vides avec les mots Dieu, en considérant que c'est un anagramme du mot Dieu, un anagramme qui passe par la langue latine également. Est-ce que nous pouvons obtenir les mêmes résultats en langue hongroise ou dans les autres langues? Désolé, hein, c'est quand même une question un peu complexe et un peu difficile pour passer dans les autres langues comme on les fait, comme Valère les fait en français. Hein. Oui. Évidemment, ça ne donne pas le même, comme le Dieu et le vide, ça ne donne pas le même jeu de mots en hongrois. Mais par exemple, dans cette phrase homophone, os ur, os ur, que j'utilise pour le nom de régner, donc le sujet qui règne, nous utilisons le même mot pour le Seigneur. Voilà. Donc, dans ce jeu de mots, je pourrais garder, par exemple, ou reprendre cette origine latine du mot français. Malheureusement, on n'a pas assez de temps. À la colline, on avait toute une journée, donc malheureusement, il faut passer. On passe au japonais. Alors, Yuriko, je me permets la même question. Le vide, quelles sont les possibilités qu'offrent ces trois couches de Japon que tu avais évoquées tout à l'heure pour traduire le mot vide qui, pour le théâtre de Novarina, est capital? Oui, j'ai traduit le vide par le mot kum. En fait, il y a deux mots qui veulent dire vide en japonais. Ku, ça veut dire le ciel, vide. Et mu, ça veut dire rien. Donc, mu, c'est rien de la philosophie occidentale, plutôt. Et ku, c'est le vide qui est lié à la religion bouddhiste. Donc, bon, je vous explique. Alors, en fait, dans la philosophie taoïste, le vide, la notion de vide ne correspond pas au rien de la philosophie occidentale, donc ce n'est ni une absence de quelque chose, ni le néant. Le vide est couplé avec le plein. Donc, ces deux notions de vide et de plein ne s'opposent pas, mais elles se dialoguent et se complémentent. Donc, comme on voit dans le symbole des principes yin-yang, vous voyez, noir et blanc. Et ce sont deux éléments distincts, mais interdépendants. Donc le vide n'est pas quelque chose d'inexistant, c'est un espace dynamique qui agit, un espace de potentialité et d'émergence. Peut-être on peut voir ça dans le dessin de Valère, sur la brochure. Donc c'est le vide, c'est le plein, peut-être noir et blanc. Donc sans le vide, donc, la peinture ne peut pas agir. Merci beaucoup, Yuriko. Nous passons à l'allemand. Toi, Léopold, et je me rappelle que, voilà, tout de suite, tu nous offres un choix de mots. Est-ce que tu peux commenter? Je crois que ce qui t'intéresse, c'est le rapport entre labeur et labour, enfin comment traduire cette presque homophonie entre labeur et labour.
Tu peux commenter ce que tu... Là, bien sûr, c'est toujours des trouvailles. Si on a la chance qu'on trouve une paire comme la bourre et la beurre dans sa langue, on a gagné là pour un petit moment. Et la beurre, c'est le travail dur, quoi. Et entre autres, il y a le mot placarai, il y a rakan et placarai, et la bourre, donc le travail de la terre. Il y a akan, c'est-à-dire labourer la terre, mais il y a aussi akarai. Alors, par chance, la beurre et la bourre en allemand donnent placarai et akarai. Merci, allemand. Si je peux te poser aussi une question, parce que là, ce texte comporte quand même des néologismes, comme souvent chez Valère Novarina, et on a, par exemple, ici, chutier, et on est trouveur. Comment tu as réussi à trouver l'équivalent en allemand? Ça concerne aussi les autres langues. De quelle manière on peut passer de ces chutiers à chaque langue pour essayer de trouver peut-être quelque chose qui est caché derrière, une langue adamique, une langue déchue, je ne sais pas si c'est le cas, Valère peut-être me le dira, mais comment tu as réussi à traiter ces néologismes? Disons, bon, c'est un verbe substantivé, tel qu'on peut le faire en tout cas en allemand très bien aussi. Si chuter, c'est stürzen, ou tomber, ou la chute, der Sturz. Mais, disons, si on substantive en français, ce serait chuteur, même je ne sais pas si ce mot est jamais utilisé. Par contre, chutier, ça m'a tout de suite rappelé, ça pourrait être une profession, un chutier. Et ça m'a fait penser au luthier, qui est une profession aussi. Donc, j'ai cherché une profession possible à partir du radical du mot, Sturz, stürzen. Et Stürzer, ce serait le chuteur. Par contre, Stürzner est un mot qui n'existe pas, mais qui pourrait être une profession. Et il y a d'ailleurs le Kürschner, qui est qui travaille le cuir. Alors, bon, c'est le chutier devenu le Stürzner. Il faut dire qu'en allemand, comme l'allemand opère beaucoup avec des postfixes et préfixes pour construire des mots, on peut très bien fabriquer des néologismes parce qu'il y a toujours un radical, comme en français, et puis des modifications dans les préfixes et postfixes. C'est-à-dire, on reconnaît à partir du radical quelque chose qu'on connaît, qui fait écho à un mot qu'on connaît, et néanmoins, c'est un mot qu'on n'a pas encore entendu. Pour trouveur, parce que je ne sais pas si c'est vrai, mais moi, j'attends aussi trouveur, au sens de troubadour, trouveur. Trouveur. Attends, trouveur, il y a trouveur. Tu vois, trouveur. Ah oui, trouveur. Là, c'est une substantivation tout simple. J'ai fait la même chose en allemand. Celui qui trouve, le trouveur. Attends, qu'est-ce que j'ai fait? Attends, faut que je regarde. Voilà, donc les explications... C'est probablement Finder. Ça m'a pas semblé assez bizarre pour construire quelque chose. J'ai simplement... c'est vrai que trouveur n'est pas un mot qui s'utilise, tandis que Finder, c'est normal. Quoi. Mais écoute, mais il y avait la collègue russe qui avait parlé du coefficient du jeu. C'est-à-dire, à certains moments, il y a des possibilités de jouer avec la langue, et à d'autres, non. Si à ce moment-là, ça ne marche pas, ça marchera à un autre endroit où le français est resté plus simple. Le plaisir avec les traductions de Léopold, vous venez de le constater, c'est toujours qu'on découvre sa propre langue. Moi aussi, je suis de langue allemande, et en lisant les traductions de Léopold, ça ouvre énormément la langue allemande. Malheureusement, il faut continuer. On pourrait continuer encore à longueur de journée. Mais vous venez demain tous à la Maison de la Poésie et vous écouterez pendant 1h30. Voilà. Voilà, c'est l'objectif. Passons à l'arabe. Georgie, je rappelle, tu m'avais dit hier que tu avais eu moins de problèmes à traduire le deuxième texte, qui est un texte plutôt poétique,
que ce premier texte qui me semble être assez clair. Alors tu peux nous expliquer pourquoi, bizarrement, ces problèmes qui ont surgi en traduisant ce texte en arabe? Oui, ça dépend en fait. C'est-à-dire que dans le second texte, j'avais bien sûr des difficultés à la fin, c'est ce qui donne le vertige. En fait, on en parlera tout à l'heure. Mais dans le premier, c'est-à-dire si on le prend au sérieux, c'est-à-dire comme une réflexion, bien sûr, en fait, en effet, il pose des problèmes, en fait. Notamment, par exemple, le premier, le vide, en fait. Ça, c'est la première chose. Et par exemple, et là, en fait, si on regarde le texte de Novarina, il parle du vide dans ce qui précède comme un vide positif, en fait. Il dit, en fait, laisser du vide dans ce qui est pour ce qui vient. Le vide permet des choses. C'est quelque chose de très positif. Donc, il faudrait pouvoir trouver un mot en arabe qui dise ce positif et pas, en fait, parce que le vide, bon, il y a farar, bien sûr, mais farar est un peu neutre, en fait, et ça peut même être négatif en arabe moderne, en fait, donc il faut faire attention aux connotations des mots. Il y a le khala, bien sûr, et Dieu sait qui fait mention, en fait, du fait que c'est vide de gens aussi, en fait, et Dieu sait que, en fait, en Arabie et ailleurs, on sait ce que ça veut dire le désert, en fait, le désert de parole et le désert de lieux, etc. Mais ce qui m'a semblé intéressant comme mot ici, que j'ai choisi à la fin, mais j'ai hésité énormément, en fait, c'est un mot qui signifie qu'il y a un vide qui laisse du jeu. Parce qu'en fait, le langage, c'est articulé. Et en fait, il y a des vides, des trous de temps à autre et qui permettent le jeu de tout le système, c'est-à-dire de tout, en fait, voilà, qui va en fait bouger en réalité. Et c'est shuhur, parce que shuhur, en fait, en arabe moderne, d'ailleurs, enfin, j'aime bien la sonorité, et shuhur en arabe moderne, ça veut dire c'est quand on dit, par exemple, qu'un endroit est sharir, mais ça appelle qu'on refasse une élection, par exemple, pour qu'il y ait quelque chose. C'est-à-dire, ça appelle un mouvement, en fait. Et c'est le mot que j'ai retenu, du moins pour le moment. Peut-être que j'aurai une autre argumentation à un autre moment pour dire honnêtement les choses. Mais vraiment, là, c'est le mot que j'ai trouvé. Donc, Fiktichaf et Shuhur, voilà, en fait. Et puis, en plus, ça étonne le lecteur arabe parce qu'il faut toujours l'étonner, en fait, celui qui est l'auditeur. Pourquoi? Parce que si on dit farar, en fait, c'est un mot trop commun. Et en fait, il va passer en fait à côté. Alors que là, il va se demander pourquoi en fait ceci. Et donc, ça le percute quelque part. Et c'est intéressant. Voilà. En fait. Bon, bien sûr, je vais trop vite. Alors, parmi les choses dont j'étais fière, mais peut-être que j'ai tort, c'est que, en fait, la bourre, je me disais, mais comment je vais traduire ça, etc. Mais en fait, là où les langues sémitiques permettent quelque chose, c'est les schèmes, en fait. Donc, j'ai trouvé, en fait, plutôt que donc, un travail sur la racine, c'est un travail sur le schème. On sait que, en fait, les mots en arabe, et dans toutes les langues sémitiques, c'est un schème, c'est-à-dire un patron, comme un modèle de robe, plus une racine. Et en fait, la racine vient s'incruster dans le patron, dans le modèle. Alors là, en fait, il y a le même modèle que j'ai trouvé qui est fa'al, c'est-à-dire, je vais dire les mots kad, madr, harth, jahd. Ça fait le même schème, en fait, et j'étais contente, en fait, de trouver ça. Mais Bravo, Georgine. Mais je ne suis pas sûre que ça tient le coup, mais voilà, en fait, en gros. Chutier du langage, ça a posé en effet beaucoup de problèmes. Bien sûr, ça m'a fait réfléchir sur le suffixe, et Valère Novarina disait qu'il y avait 60 suffixes très souples, et ça m'a sollicité. Et je me suis dit, tiens, le « ier » en français, qu'est-ce qu'il a comme valeur? En fait, et en effet, il a plusieurs valeurs, dont celle de métier, comme luthier, mais aussi, en fait, le métier à partir de ce qu'on fait, mais à partir du lieu, comme banquier, etc., comme aussi à partir du contenu et contenant, comme beurrier. Mais en fait, là, c'est plutôt le métier. Mais le problème de chute en arabe, c'est que c'est un mot très négatif quand on dit asqata, c'est-à-dire, je pensais à wada, poser. Ça, c'était très beau, mais wada, c'est trop actif. Alors que chutier, comme je le comprends, du moins, je ne sais pas, Valère Novarina, s'il le comprend ainsi, mais disons, à partir du texte, c'est que il attend, en fait, il ne pose pas le langage au sens qu'il le crée, mais il va le faire chuter, en fait. C'est-à-dire qu'il est
qu'il va par divers moyens attendre, par exemple, ou etc., pour que ça vienne. Mais lui, il ne le crée pas. En fait. Alors, Georgine, malheureusement, il faut que je t'interrompe parce que mais je dis le mot seulement. Oui, vas-y. Alors, oui. alors le mot, en fait, c'est celui que j'ai choisi. On dit, enfin, si quelqu'un ici connaît l'arabe, on dit Nuzul Qur'an, c'est-à-dire quand le Coran a été révélé, on dit tout simplement qu'il est descendu. Oui. Voilà. Et là, en fait, et on utilise pour, heureusement, en fait, très vite, on trouve d'ailleurs des mots qui ont rapport au sacré. Et voilà, c'est Munazzil el-Kalam. Voilà, en gros. Tout ça, c'est magnifique, Georgine. Merci beaucoup. Et nous passons au catalan. Albert, est-ce que pour toi, c'est aussi un texte difficile à traduire et quelles étaient les difficultés et comment tu les as résolues? Oui, c'est vrai que parfois le catalan est assez proche du français comme l'italien, mais parfois la proximité, c'est justement la difficulté parce que on voit la solution, mais on ne peut pas l'utiliser parce que ça ne correspond pas exactement. Mais par exemple, pour revenir à... C'est le labour et le labeur, par exemple. J'étais assez content parce que pour le labour, c'est travail pénible en catalan. Lorsqu'on dit travail au pluriel, travaux, ça veut dire justement des difficultés, des problèmes, des peines. Donc on a des travaux au pluriel, ça veut dire justement des pénalités. Donc j'avais mis tous les substantifs au pluriel, les travaux, les machages, les labours, et pardon, le labeur, je voulais dire. Et après pour le labour, il y avait un mot qui est assez proche, après avoir un peu cherché, assez proche de travail. En catalan c'est treballs, et les labours ça serait les gratalls. Gratalls, c'est les égratignures sur le sol, mais aussi les essais de percer quelque chose. Donc ça allait très bien pour l'idée de la traduction comme un gratter le sens en cherchant. Donc ça, je trouvais que ça passait assez bien. Et après, pour le chutier, j'avais vu que cette idée de Léopold, de luthier, chutier, ça j'ai aimé. Trouveur en catalan, trobador, c'est exactement le troubadour, donc ça c'était assez simple. Et pour chutier, j'avais opté pour précipitade. C'est une invention, c'est avec le suffixe « et », c'est pour les métiers. Mais précipita, c'est jeter au précipice, mais en même temps, c'est la précipitation des fluides, ça c'est trouver l'essence, non? C'est truc alchimique, les va de précipitation, de chercher l'essence. Donc il y avait la chute, mais en même temps le plus raffinement, le truc plus l'essence. Voilà, merci beaucoup. Et maintenant on passe, tout le monde a certainement... attend avec beaucoup d'impatience le danseur Jess de Barcelone. Jess, est-ce que tu veux d'abord expliquer brièvement ce que tu vas faire? Après, je danserai un peu ce morceau et aussi la chanson à la fin. Mais je vais essayer de danser tous les sens que j'ai reçus de tous les paragraphes. Je ne vais pas me situer seulement sur une parole. Je le fais un peu tout. Ce qu'il me donne, parce que je trouve que le texte en général, j'aime bien. Alors, je vais faire ça. Mais pour exemple, quand j'embrasse quelqu'un, comme vous embrassez quelqu'un, il passe beaucoup de choses à l'intérieur de chacun. Et tout ce qu'il passe, nous n'avons pas les paroles. Parce que ce qui est intéressant pour moi comme danseur, que je crois aussi dans la vie, beaucoup de choses, nous n'avons pas même les paroles. C'est la même chose. Alors, je suis intéressé aussi à ce monde où les paroles, mais pour moi, ils sont précis. Et je crois que partout, parce que quand quelqu'un t'embrasse, peut être la chose la plus beau du monde, mais peut être aussi une violation. Alors, il y a beaucoup de choses à dire. En toute façon, je dis que nous sommes le résultat
de tous les mouvements que nous avons faits dans notre vie. Bon, je ne me vais voir ce que je vais danser un peu. Je sais, ça c'est dur, c'est essayé ici. Je rappelle, par exemple, j'avais dansé une œuvre avec les textes de Valère. Il y a un personnage qui s'appelle L'homme de viande vide. L'homme à la carne de buit. Non, ça c'était en 4 ans. J'essaie. Ça repose des paroles. Je vais parler aussi d'une autre traduction que j'aime beaucoup comme artiste, que c'est l'abîme qu'il y a entre moi et vous. Entre nous et vous, cet abîme. Non, je me viens de pouvoir enregistrer toutes les paroles que vous avez traversées quand j'ai dansé. Vous êtes le propriétaire de mon traduction. Ce sera bien de l'écouter. Cacophonie. Qu'est-ce qu'il passe? Voilà, on va passer alors au deuxième texte, qui est cette fois-ci une chanson. Hein, c'est la chanson pauvre, c'est L'homme hors de lui, que Léopold a traduit en allemand et qui vient d'être publié. Et demain, il va y avoir cette lecture dont nous avons parlé tout d'abord. Alors, ici, nous avons affaire à un texte qui est quand même, je pense, beaucoup plus difficile à traduire par rapport sans doute au premier, vous allez nous le dire. Alors là, je pense que la difficulté serait tout d'abord d'ordre rythmique, mélodique, la musicalité, la particularité justement de la langue française, les mots argotiques aussi. Et puis, à la fin, nous ne pouvons pas éviter cette question qui est quand même primordiale et essentielle dans ce texte, ces deux vers finaux, entre naître et n'être pas, entre naître et n'être pas. Alors, merci Valère Novarina pour ces deux vers magnifiques. Il faut pouvoir les traduire. Alors, on commence par les Hongrois, comme tout à l'heure, avec Enrique. Tout d'abord, pour les questions rythmiques, pour toutes ces questions
qui pose quand même un certain nombre de problèmes pour passer à une autre langue qui n'a pas exactement la même tradition que la chanson française. Et puis les deux derniers vers, presque impossible à trouver. Donc, par rapport au premier texte qui était plus facile à imaginer, à traduire ce vol de chute libre, cette descente, ce vide, cet espace, etc. Donc, ça, c'est devenu très compact. Ici, ces deux lignes, par contre, causaient des problèmes parce qu'il fallait choisir. Donc, il fallait choisir entre le sens ou l'homophonie. Et moi, j'ai opté pour l'homophonie plutôt. Donc, j'ai choisi közöverazatlan határt, nemzés és nem lét és nemzetlenség között. Et alors, nemzés dans ce cas-là signifie un vrai engendrement, même procréation, mais disons engendrement. Et nemlét, c'est non-être, donc ça va. Et dans la deuxième ligne, j'ai mis nemlét és nemzetlenség. Nemzetlenség, ça veut dire deux choses. C'est déjà un mot créé, donc j'ai créé un mot. Sans engendrement, premier sens. Deuxième sens, nemzetlenség, c'est-à-dire sans nation, sans génération, sans nation. Et j'ai trouvé d'ailleurs j'ai découvert un peu l'étymologie hongroise, parce que quand on parle la langue, on ne pense pas, et quand on traduit intuitivement, on ne pense pas à l'étymologie, mais j'ai un peu cherché le même mot à l'origine du mot français. Donc j'ai trouvé au latin genus generis, ce qui veut dire nemzet en hongrois, ou tribu, hein, nemzet, törzs, ou generare, genus generis, et generare qui est justement engendré. Donc voilà, c'est ce jeu de mots que j'ai utilisé ici, et j'ai laissé tomber Hamlet, to be or not to be. Tu as laissé tomber Hamlet. Bon, très bien, parfait. J'ai gardé juste la structure, mais j'ai opté pour la homophonie. J'ai fait ce choix. Parfait, merci. Bon, on passe au japonais avec la même question. Peut-être, je pourrais ajouter une autre question qui serait sans doute intéressante. Nous avons que dans le cadre du théâtre français, le mot corde est un mot presque maudit. C'est une superstition, hein, Valère vous le dira aussi. On ne peut pas prononcer le mot corde dans le théâtre français. Je ne sais pas si cela existe dans le théâtre japonais. Ça m'étonnerait que cette superstition française du mot corde existe dans un théâtre autre, sans doute, tu nous diras. Mais la question, ce n'est pas uniquement si ce mot corde existe en japonais, mais comment faire parfois pour traduire une transgression. Parce que normalement, et nous le savons, dans le théâtre de Valère Novarina, il y a souvent une approche transgressive des codes, de la signification, des différents autres éléments. Tu nous diras. D'abord, sur la corde. Voilà, non, comme tu veux. Oui. Non, parce qu'il y a un mot qui veut dire la corde, c'est nawa, mais il n'y a pas de sens négatif. Au théâtre japonais, on peut prononcer corde sans aucun problème. Bon. Très bien. Parce mais on peut se pendre avec une corde aussi, oui, avec la même corde. Oui, oui. Donc ça fait penser à parce qu'on ne peut pas se pendre avec une ficelle, mais avec une corde, oui. Donc ça fait penser au suicide, mais il n'y a pas vraiment, comme le mot nawa, donc, qui veut dire la corde, il n'a pas vraiment un sens négatif. Peut-être après il nous dira pourquoi il utilise le mot corde, qui en principe est problématique. Oui, aussi. Un petit détail. En fait, tout ça, c'est un portrait de mon professeur de mathématiques en 6e ou en 5e. Il s'appelait Monsieur Mamet. Il avait une blouse grise.
il jouait de l'accordéon, il était professeur d'accordéon. Il m'avait une fois démasqué au cours d'une interrogation écrite où je lorgnais sur la copie du voisin, et il m'a dit « Chacun pour soi et Dieu pour tous, Novarina ». Voilà, et ça m'a remis à ma place, j'ai essayé de copier pendant un certain temps. Et surtout, il avait une ficelle, un crayon, et c'était son compas, il traçait un cercle. Donc il y a tout ça derrière, voilà. Record, c'est totalement intéressant. Enfin, on peut pas, il faut... On dit un bout, on dit un lien. Ouais. Non, on peut pas. C'était très beau parce que dans le mot accordéon, il y a aussi la corde. Oui, d'accord, mais pas plus. Oui. Alors, c'est pas pour entre naître et n'être pas, entre naître et n'être pas. D'accord. Bon. D'abord, entre naître, oui, c'est la question de l'être qui m'a posé des problèmes, plusieurs choix. Donc, par exemple, j'ai pensé d'abord à être étant de Heidegger. Donc, c'est traduit en japonais. Être est traduit en japonais par le mot sonzai. Donc, j'ai utilisé ça pour traduire. Ça devient sonzai suru to sonzai shinai. Hi sonzai suru to tanjou shinai. Bon, ça, on peut garder l'enjeu du texte. Ça marche bien, mais on perd quand même l'homophonie. Donc, il n'y a pas de côté, il n'y a pas de mystère dans cette phrase. Donc, c'est pas très intéressant pour moi. C'est moins intéressant que le texte de Valère. Donc, j'ai pensé à une autre solution. Donc, je cite Shakespeare, être ou ne pas être, telle est la question. Et il y a plusieurs traductions en japonais, mais la plus fameuse, c'est Ikiru beki ka shinu beki ka, sore ga mondai da. Donc, ça, en français, c'est vivre ou mourir, c'est la question. C'est un peu... Tu t'inspires de la traduction de Shakespeare, voilà, pour pouvoir le traduire. Voilà la deuxième option. Donc, ça devient en français, bon, en japonais d'abord, c'est umareru to shinu, shinu to umarenai. En français, ça devient entre naître et mourir, entre mourir et n'être pas. Donc, c'est un peu décalé du texte d'origine. Mais quand même, je trouve ça un peu intéressant parce que ça nous pose des questions sur ce qu'on est après la mort ou avant la naissance. Est-ce qu'il y a la limite entre les deux? Chez les bouddhistes, ce serait un peu difficile à trouver cette limite parce que le cycle de la réincarnation forme un cycle. Nous n'avons pas la culture de résurrection, on a la réincarnation. Donc, on est né et on est vivant, on est mort. Et après la mort, c'est pas le néant, on est un état d'être intermédiaire. Donc, entre la mort et la naissance, il y a être intermédiaire. Ce n'est pas n'être pas, c'est être intermédiaire. Donc, je pense que entre naître et mourir, entre mourir et n'être pas, ça peut être intéressant parce que ça nous fait réfléchir. Très bien, merci beaucoup. Alors on passe à l'allemand parce que c'est toujours le temps qui nous manque pour la même question avec les mêmes difficultés, langue populaire, langue argotique, entre naître et n'être pas, entre naître et n'être pas, corde, et tout ce que nous avons évoqué. Oui, côté argotique, il y a enfin, des mots argotiques dans toutes les langues. Donc, là, est-ce qu'il y a l'argot au même niveau en allemand qu'en français avec la pogne, par exemple? Oui, il y a des mots qui ne sont pas d'ordre littéraire, mais qui sont, je sais pas, du discours de quotidien. Il y a le mot pratzen qui est très proche de pogne, qui vraiment qu'on n'utiliserait pas, je sais pas, dans un niveau littéraire élevé. Enfin, c'est surtout le problème intéressant, c'est de trouver les rimes. Et puis, comme l'allemand est toujours plus long, que le français, j'ai écouté la chanson et je traduis sur le rythme musical de la chanson en français.
ce qui est une contrainte pour être bref. Parce Les que apocopes, tu les as pas en allemand. Les apocopes, par exemple, vois-tu sera, dis errate. si, ça tu peux faire aussi. Ah, en tu peux les allemand. faire, mais là, tu Oh, l'as oui. pas fait. Attends, est-ce que j'en ai Dis un? errate. C'est vrai, attends, j'en trouve pas. Si, mein Besitz, normalement c'est meinem Besitz, mais oui, en t'as langage fait ça, parlé, tu d'accord. peux... Je le fais si j'en ai besoin pour le rythme. Si j'ai pas besoin, je laisse tomber. Parce que c'est surtout, ça crée un rythme qui permet de chanter comme ça, comme une chanson Mais tu l'as pas improvisée. fait. Pas au même endroit. Non, mais oui, mais il faut que Mais disons, je pense, c'est sûr que le problème majeur est trouver des rimes, c'est un jeu. On y arrive ou non. Bon, ça peut marcher ou pas. Là, ça a plutôt marché. Mais bien sûr, naître et n'être pas. Ce qui m'a intéressé, c'est la négation dans naître. Et en allemand, il y a des préfixes pour la négation, c'est-à-dire sein, c'est être, et unsein est une négation qu'on n'utilise pas, qui pourrait dire naître, dans le sens de ne pas être. Ça correspond un peu au non-être ou des-être, comme faire, défaire, mais c'est une construction. Et le un est proche du und, qui est le et entre les deux. Donc bon, j'ai un peu décalé comme... attends, c'est qui a décalé? C'est toi, Yuriko? J'ai donc entre être et non-né, entre non-être et né. Mais le un et le und sont très proches, disons, dans la diction. Et vous verrez tout à l'heure dans la chanson ce que ça donne. Hamlet est là ou en allemand? Non, ou pas? Hamlet, c'est sein oder nicht sein. On pourrait faire sein oder unsein, mais il n'y a pas naître, quoi. Enfin, dans la naissance. Ça, bon, il faut choisir. Et quand même, ça m'a intéressé, le ungeboren veut dire non-né, et le non-être et le non-né m'a semblé plus intéressant. Et puis qui veut absolument entendre Shakespeare, il peut s'il veut. Mais d'ailleurs, je peux ajouter quelque chose. Mais Rapidement, d'ailleurs, parce je que le pense temps- que même dans le texte de Valère, Shakespeare n'est pas très... Ben, c'est incertain pour moi si c'est vraiment Shakespeare, parce que naître et n'être pas... Déjà, c'est ne pas être dans la traduction française de Shakespeare. Et la question, pour moi, se pose plutôt... Non, être ou ne pas être, c'est pas ici la question. Naître et n'être et n'être pas. Oui. Tout en étant né, on n'est pas vraiment. Donc c'est pas la dichotomie shakespearienne. Voilà. Non. Voilà, elle a raison. Oui, bien sûr. Mais tout simplement, il y a Oui, bien une sûr. résonance lointaine. Bien sûr. On passe peut-être à l'arabe. Oui, rapidement, en fait, pour la mélodie, c'est vrai que tout d'abord, le texte n'est pas fini, mais parce qu'il peut encore beaucoup changer. Mais pour la mélodie, c'est plus facile. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, ces notions de schème et de font que assez rapidement, on peut trouver en fait des rythmes communs. N'oublions pas que la langue classique, justement, elle fonctionnait beaucoup par ce qu'on appelait des clausules rimées. C'est-à-dire en fait des rythmes communs, comme ça les phrases, c'est entre la prose et le vers en fait. Voilà, en gros c'est un peu ça. Bon là par exemple, c'est pas sûr que c'est magnifique, mais voilà, je donne un exemple. Nafsi et Ma'i, c'est-à-dire le premier et le quatrième, ça sonne pareil en fait. Et les deux au milieu sont ouverts, amal avec des a si vous voulez, amal et wahdaha, vous voyez, c'est des a, alors que des i si vous voulez en fait pour les deux autres. Pour le second, en fait, alors on peut faire mieux évidemment, mais pour le second, en fait, déjà j'ai changé. En réalité, ce qui est intéressant, c'est plutôt jouer sur jim, ha, ra, trois consonnes, je, ha, ra. Et en fait, ça donne à la fois le nom du ra, mais là, en fait, il faut le changer, celui-là, c'est jours, johr, qui signifie le réduit, en fait, parce que tout ça, c'est petit, en fait, et hujr, c'est un petit réduit en fait là c'est dans son petit en fait
dans sa maison, si vous voulez. Et là, hujra, en principe, c'est un réduit, mais une chambre, en fait. Donc, les trois, et hajr, ça voulait dire le confinement. Tout ça, en fait, tout ce texte joue sur, tout ce paragraphe joue sur le confinement. Voilà, en fait, c'était... Les deux derniers vers entre Les eux-mêmes. deux derniers vers m'ont posé énormément de problèmes. Évidemment, en fait, il y avait quelque chose de très beau, mais de facile. C'est, en fait, laïsa, ça signifie ne pas être. En fait, c'est un verbe, laïsa, très, très ancien. Mais et il paraît que dans les langues sémitiques les plus anciennes encore, ça vient d'un mot, en fait, positif, qui est aïssa, qui signifie être, qu'on n'utilise plus du tout. Mais par contre, il y a une expression qui est baina aïssa wa laïssa, entre être et ne pas être. Mais ça ne marchait pas là. En fait, pour ne pas être très, très, très longue, alors j'ai pensé, en fait, parce qu'en effet, on peut être né, mais ne pas être. Je crois que ça, c'est très, très important. Dans la vie, souvent, on n'existe pas alors qu'on est né. C'est-à-dire, on est entre existence et non-existence, en fait. Et ça, cette distance, il faut pouvoir la garder, en fait, dans le texte. Alors, donc, est-ce que venir à l'existence et ne pas exister, en fait, de toute manière, ce n'est pas aussi beau du tout que ce que fait Novarina. Là, vraiment, c'est magnifique. Je ne sais pas comment on peut atteindre ça. C'est-à-dire naître et n'être pas, avec des sens différents. Pour le moment, en fait, je joue sur les la qui signifient non. Vous voyez, dans les purs. Ben al-ityan ila al-wujud wa la wujud. Ben al-la wujud wa la ityan ila al-wujud ou adam. Voilà. Mais je suis pas sûre que je vais garder ça. Voilà. Merci. Alors, on passe au catalan. D'abord, j'ai essayé de garder tout ce qui était rimé. Donc, d'essayer que, même, je sais pas, par exemple, veus la rata de llavall, quin ball porta pel seu cau, doncs deix-li algun passatge o baixa pel garatge d'aquest catau, c'est-à-dire de garder une structure de rime qui donne de la musique. Et après, quand naître, être pas, en catalan, c'est beau parce que être, c'est C, S-E-R, mais C, c'est homophonique avec je sais. Donc, c'est et savoir, c'est exactement la même chose. Et j'avais joué comme c'est un truc pour un acteur. Il y a une différence très subtile, très nuancée de l'ordre de l'interprétation entre dire je ne suis pas, je ne sais pas, n'être pas, et je ne sais pas, il y a ne se passe. C'est-à-dire, il y a la même phrase, ne se passe, ne se passe. Il y a une petite nuance donc c'est évidemment Shakespeare, mais en même temps il y a cet abîme par les cesse de qu'est-ce qu'on a perçu, je sais, je suis, n'être pas, je ne sais pas, donc c'était il y avait un jeu qui était possible et c'était beau de le faire. Très bien, merci beaucoup. Alors là, on va peut-être inaugurer quelque chose de différent parce qu'on parle depuis maintenant presque une heure de toutes ces langues, de toutes ces traductions. Alors, ça serait bien quand même d'écouter ces langues, dans le cas de ces poèmes, de cette chanson. On pourra commencer... Non, mais la danse de Cesc passera quand Albert va lire le catalan. Voilà. Alors, si Valère veut bien lire la chanson en français, et après, on peut passer, comme tout à l'heure, avec les Hongrois, l'allemand, les Japonais, l'arabe, le catalan, qui sera lu strophe par strophe, parce que Cesc va danser. Justement, c'est la traduction. Hein? Voilà, Valère. Oui. Je me serre moi-même la pogne, c'est sans espoir. Il n'y a pas que les saisons qui me rognent, tout mon avoir. Vois-tu ça, là-bas qui trotte, tout en rond dans son réduit. Ouvre donc lui la cage, qui passe par le garage du cagibi. Une corde suffit-elle comme solution,
ou bien un morceau de ficelle et un crayon. Je vais tracer au compas la limite qui est invisible entre naître et n'être pas, entre naître et n'être pas. Ágról szakaddal. Önmagam kezét fogom, ez reménytelen, nem az idő csupán, mi rágja mindenem. Nézd, a patkány tiszkol el, hazudulj a mélybe, megnyitod az ajtaját, vagy te menekülsz a kamrádból a garázson át. A kötél elég? Megoldja? Vagy egy vékony cérnaszálls, egy ceruza? Körzővel rajzolok láthatatlan határt nemzés és nemlét és nemzetlenség között. Japonais. Désolé, je sais pas chanter. 僕は自分と握手する。希望なんかじゃない。希望だけじゃない。僕を削り取るのは全財産を削り取るのは見てよあのネズミあっちにちょろちょろ部屋の片隅ぐるぐるとそれ檻を開けてやれじゃなきゃ車庫を通るぞ難度から縄一本で足りるのか解決策にそれとも紐一本かそれに鉛筆一本描いてみようコンパスで目には見えない境界を生まれると死ぬ死ぬと生まれるAlors, l'allemand. Ich drück mir selbst die Pratzen, ein schlechter Witz. Nicht nur die Jahreszeiten kratzen an meinem Besitz. Siehst du unten, diese Ratte trappt in ihrer Kasematte. Schließ ihr doch den Käfig auf oder komm herein durchs Loch von dem Kabuff. Ob ein Seil wohl reicht als letzter Kniff, ein Stückchen oder ein Stück Schnur vielleicht, o Hund ein Stift. Ich werde mit dem Zirkel die unsichtbare Grenze ziehen, zwischen Sein und Ungeboren, zwischen Unsein und geboren. Alors, l'arabe. Alors, mais il fallait mettre le niveau très haut, je vais essayer. أمسك يدي بنفسي بلا أمل فالفصول ليست وحدها التي تقرض كل ما معي هل ترى هذا الجرز يخب خبا هناك راسما دوائر في جحره هيا افتح له القفص أو بر من خلال كراج الحجرة الضيقة أحبل يكفي كحل أم خيط قصير وقلم رصاص سأرسم بالبركار الحد غير المرئي بين أن تولد وألا تكون بين ألا تكون وألا تولد Le catalan avec aussi cesse. Chaque paragraphe, parce que je fais tout, c'est difficile je pense à suivre. Alors, il fait une phrase. Une strophe, voilà, une strophe et après. J'essaie de faire une chose sur la strophe en général. Ara jo em dono clamar a mi mateix, no em resta res, no és sols el temps que em menja m'escreix el meu haver. Veus la rata d'allà avall quin ball porta pel seu cau? Doncs deix-li algun passatge o baixa pel garatge d'aquest catau.
Una corda és tan senzill com a solució o potser un tros de cordill i un rotulador? Ara traçarem compàs aquell límit invisible entre ser i no ser pas, entre ser i no ser pas. Aquest drama es mantindrà ara mentre es duri el Cirincara. Merci beaucoup. Et pour terminer cette séance avec le deuxième extrait, ce que nous avons prévu, c'est une lecture, cette fois-ci simultanée, avec toutes nos langues, en même temps, les français et toutes les autres langues dans notre babel linguistique novarinienne. Alors, allez-y, vous pouvez commencer à lire en même temps. 1, 2, 3. Allez. Un, deux, Ara, trois. jo em dono la mà a mi mateix, no em resta res. No sols el temps que menja m'escreix el meu haver. Veus la rata de llavall que em porta pel seu cau? Doncs deixi-li algun passatge o baixa pel garatge d'aquest catau. Una corda és tan senzill com a solució, potser un tros de cordill i un rotulador. Ara traçarem compàs aquell límit invisible entre ser i no ser pas. Entre ser i no ser pas. Aquest drama es mantindrà ara mentre es duri el Cirincara. Zwischen Sein und Ungeboren, zwischen Unsein und Geboren. Léopold, il a toujours le dernier mot. Voilà, c'est parfait, c'est parfait. Et là, pour terminer dans les temps, on a encore 5 minutes, comme vous le savez, c'est 22h25. Et maintenant, il va y avoir justement une chanson avec l'audio et Léopold qui va chanter en allemand cette chanson que vous venez de découvrir. Alors, peut-être on peut passer l'audio. Michel Bodina. Voilà, Michel Bodina, qui chante. Serre-moi-même la poigne, c'est sans espoir. Y a pas que les saisons qui me rognent. Tout mon avoir, vois-tu ça? Là-bas qui trotte tout en rond dans son réduit. Ouvre donc lui la cage, ou passe-t par le garage du KGB. Une corde suffit-elle comme solution? Ou bien un morceau de ficelle et un crayon? Je vais tracer au compas la limite qui est invisible entre naître et n'être pas, entre naître et n'être pas. Ich drück mir selbst die Pratzen, ein schlechter Witz,
Nicht nur die Jahreszeiten kratzen an mein Besitz. Siehst du unten diese Ratte, trabt in ihrer Kasematte. Schließ ihr doch den Käfig auf oder komm herein durchs Loch von dem Kabuff. Ob ein Seil wohl reicht als letzter Kniff oder ein Stück Schnur vielleicht und ein Stift. Ich werde mit dem Zirkel die unsichtbare Grenze ziehen zwischen Sein und Ungeboren, zwischen Unsein und Geboren. Un grand merci à tout le monde, à vous aussi, et on laisse peut-être la parole à Valère Novarina s'il veut dire les derniers mots de cette République des traducteurs. Oui, alors, vive les langues! Oui. Vive le roi